respiratoires basses sont une pathologie très fréquente en médecine de ville, dont il faut distinguer trois accès, représentés essentiellement par les bronchites aiguës dans 70% des cas, également par les exacerbations des bronchopneumopathies chroniques obstructives dans 15% des cas, et ensuite les pneumopathies aiguës communautaires dans 10% des cas. Leur taux de mortalité est assez significatif, mais il est surtout dépendant du terrain sur lequel surviennent ces infections respiratoires aiguës basses, mais également des âges extrêmes, notamment sa survenue chez le sujet âgé. Il faut noter également un autre problème, qu'il y a une surprescription, une surconsommation des antibiotiques lors de ces pathologies, parce que dans la plupart des cas, comme on le saura tout à l'heure, elles ne sont pas d'origine bactérienne et par conséquent ne nécessitent pas une antibiothérapie systématique. Elle pose également un autre problème, c'est celui du diagnostic, notamment comment faire la part des choses entre la bronchite aiguë et la pneumopathie aiguë communautaire. Pour ce qui est des pneumopathies aiguës communautaires, c'était donc des infections contractées en dehors de l'hôpital, c'est pour ça qu'on les appelle communautaires, donc acquises en ville. Dans 50% des cas, il n'y a pas de décommutation microbiologique. Si c'est le cas dans ce sens, donc dans les 50% cas qui restent, plusieurs agents infectieux peuvent en être en cause, notamment les agents bactériens dont il faut surtout redouter le streptocoque pneumoniae ou le pneumocoque, et également d'autres agents bactériens, notamment les bactéries intracellulaires telles que le Legionella pneumophila, la Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, également des agents viraux tels que le virus grippal, le virus respiratoire syncytial chez l'enfant, mais également comme actualité, vous avez su ça récemment, c'est l'infection au Covid-19 par exemple, ou les coronavirus en général, mais autres agents infectieux également responsables, ce sont les bacilles gram-négatifs. Les formes sévères sont surtout l'apanage du streptocoque pneumoniae, de la Legionella pneumophila, dont il faut redouter. Sur le plan clinique, la forme typique, bien que rare, c'est la forme commune, classique, elle associe des signes fonctionnels, des signes physiques et des signes infectieux. Alors sur le plan fonctionnel, c'est un syndrome associant donc une toux avec expectoration parfois purulente, voire même hémoptoïque, des douleurs thoraciques et une difficulté respiratoire, donc sous forme de dyspnée. Les signes physiques, c'est l'existence d'un syndrome de condensation qu'on va objectiver avec une exagération des vibrations vocales, la palpation, percussion d'une matité, l'existence à l'auscultation de râles crépitants, voire même d'un souffle tubaire, ou alors carrément de simples râles bronchiques. Sur le plan infectieux, ici associé à ce syndrome respiratoire, donc un décalage thermique avec une fièvre et des frissons, et associé à un malaise général. À ce stade, il faut distinguer il faut faire la part des choses entre la pneumonie alvéolaire et la pneumonie interstitielle, dont seule la radiographie pulmonaire peut faire la part des choses. Ce tableau clinique donc, schématise les deux types de pneumonie, alvéolaire et interstitielle. Donc, nous avons pris comme exemple pour l'alvéolaire le pneumocoque et pour l'interstitielle qu'on appelle les atteintes atypiques, mycoplasma pneumonie. Vous voyez qu'il y a certaines différences selon le tableau infectieux, c'est fonctionnel, signe physique, la radiographie pulmonaire, voire même le bilan biologique. À titre d'exemple, par exemple, en matière d'infection à pneumocoque, les débuts, par exemple, il est volontiers brusque, survenant à horaire fixe, alors que dans la pneumopathie atypique, elle est progressive dépassant les 24 heures. Par exemple, le décalage thermique, il est trop important dans la pneumonie à pneumocoque, et il est moyen dans la pneumonie atypique. Par exemple, l'herpès labial, il est classique dans l'atteinte pneumococcique, il est absent dans les autres atteintes. Sur le plan, par exemple, l'examen physique, nous trouvons un syndrome de condensation de l'infection pneumococcique, qui est un syndrome avec des râles bronchiques dans les atteintes interstitielles. Mais surtout, c'est l'examen radiologique qui fera la part des choses, en individualisant des opacités alvéolaires homogènes systématisées, souvent unilatérales avec réaction pleurale dans l'infection à pneumocoque, par exemple, donc syndrome alvéolaire, et des images mal systématisées, mais possible syndrome
alvéolaire systématisée dans les atteintes atypiques comme l'infection à mycoplasma pneumoniae. Les hémocultures, par exemple, sont souvent positives dans les infections à germes classiques telles que le pneumocoque et c'est tout le temps stérile dans les infections à germes atypiques, sinon nécessitant donc des milieux spécifiques pour l'enregistrement. À côté de cette forme typique, il existe donc fréquemment des formes atypiques. Elles sont atypiques parce que le syndrome respiratoire fait défaut dans la plupart des cas. Sinon, c'est les manifestations extra-respiratoires qui prédominent, telles que les manifestations digestives avec des vomissements, diarrhée, douleur abdominale, des syndromes algiques avec des arthromyalgies. Ici associent donc des comorbidités dans la plupart des cas. Le tableau clinique est souvent donc à limite en matière donc de sémiologie. Parfois, il peut y exister juste une toux dans un contexte fébrile, plus ou moins associée à des expectorations purulentes, ou carrément une fièvre isolée, ou une pathologie sous-jacente décompensée à l'occasion de cette infection intercurrente. Plusieurs complications peuvent émailler l'évolution de ces pneumonies, qu'elles soient typiques ou atypiques, notamment des complications de type infectieux, telles que la survenue de bactériémie qui sous-entendent à chaque fois le risque de passage au choc septique, l'existence d'autres localisations secondaires, telles que les localisations méningées ou méningo-encéphalitiques, la décompensation des comorbidités qui s'y associent le plus souvent, surtout dans les formes atypiques, des complications respiratoires aiguës telles qu'une détresse respiratoire ou au long cours avec une insuffisance respiratoire chronique nécessitant parfois même une oxygénation à domicile, et voire même des décompensations, des complications infectieuses locales telles que les absédations, les empyèmes et les pleurésies purulentes. Alors, pour poser le diagnostic de ces pneumonies aiguës communautaires, le seul diagnostic, le seul moyen pour les identifier, c'est la pratique d'une radiographie thoracique. Schématiquement, donc, on va individualiser les deux entités sémiologiques. La pneumonie alvéolaire, souvent l'ovaire, avec cette opacité homogène, souvent limitée par un contour anatomique, c'est la limite de la suture, avec l'existence d'un bronchogramme aérien. Par opposition à la pneumonie interstitielle, qui consiste en l'existence d'une réticulation au nid d'abeille et ou des micronodules disséminés à prédominance basale, avec des coulées hydrophréniques. Quant à l'entité spéciale représentée par la bronchopneumonie, c'est des images radiologiques sous forme de nodules de 10 à 15 mm de diamètre, non homogènes, mal limités, irréguliers, plus ou moins confluents à prédominance périhilaire. Alors voici l'image radiologique d'une pneumopathie franche lobaire aiguë du lobe moyen droit, donc pneumopathie alvéolaire. Une deuxième image d'une pneumonie à Legionella pneumophila, soit une pneumonie interstitielle ou alvéolo-interstitielle. Quant à l'orientation étiologique, elle se fait sur des arguments épidémiologiques. Elle se base également sur les circonstances de survenue de cette pneumonie aiguë communautaire, sur l'existence de manifestations extrapulmonaires pour faire la part des choses, également sur l'existence sur le plan clinique d'un syndrome de condensation ou de râle bronchique, certainement sur le type d'image radiologique objectivée, mais également sur certains examens complémentaires réalisés. Bien que la radiographie pulmonaire reste la clé du diagnostic de cette pneumonie aiguë communautaire, d'autres examens peuvent être demandés et réalisés selon le contexte, comme par exemple la tomodensitométrie thoracique, c'est un diagnostic et comme vous l'avez vu lors de l'infection du Covid-19, elle a été d'un grand secours diagnostique. Également la réalisation d'un bilan inflammatoire avec l'appréciation de la forme numération sanguine et également la CRP, si elle est positive ou négative. La recherche microbiologique est systématique, mais surtout orientée en fonction du contexte, notamment les examens cytobactériologiques, des crachats, surtout pour les formes nécessitant l'hospitalisation.
Dans les formes fébriles, il n'y a pas mieux que les hémocultures pour poser le diagnostic. Dans les formes atypiques, des examens spécifiques peuvent être demandés, comme la recherche d'antigènes solubles du pneumocoque et de la légionnaire pneumophilie. Les examens sérologiques également peuvent être également réalisés selon le contexte clinico-radiologique individualisé. L'exploration microbiologique est orientée en fonction de la sévérité de la pneumonie aiguë communautaire. Et vous voyez que dans les formes ambulatoires, il n'y a aucune exploration microbiologique, alors que dans les formes sévères nécessitant l'admission dans des unités de soins de réanimation, il y a des explorations microbiologiques approfondies réalisées au lit du malade, telles que le lavage broncho-alvéolaire, le prélèvement distal protégé, en plus des hémocultures et des ECBC. Ces pneumonies aiguës communautaires peuvent prêter confusion avec d'autres pathologies dont il faut toujours les garder à l'esprit, telles que la tuberculose qui sévit à l'état endémique sous nos cieux, l'embolie pulmonaire, la complication cardiaque majeure comme l'insuffisance cardiaque et la pathologie néoplasique pulmonaire. Sur cette diapo, donc, c'est un arbre décisionnel quant à la qualité de la prise en charge des pneumonies communautaires avec décision d'hospitalisation recommandée ou non, et ce, dépendant de la recherche des signes de gravité d'un côté et la recherche également de facteurs de risque de mortalité de l'autre côté. En attitude plus simple, il faut adopter ce score simplifié D-score CRP65, l'absence de tout critère donc justifie un traitement en ambulatoire, l'existence d'au moins un critère donc fait nécessiter donc cette hospitalisation. Alors les 4 critères relatifs sont C de la confusion, R des troubles respiratoires donc polypnéa au-delà de 30 minutes, B donc de la pression artérielle avec une systolique inférieure à 90, une diastolique inférieure à 60 et 65, il faut que c'est relatif à l'âge qui doit dépasser 65 ans. Voici un tableau récapitulatif des différentes molécules utilisées pour le traitement des pneumonies aiguës communautaires en ambulatoire. Il faut savoir 2 choses. 1, il faut toujours privilégier les traitements efficaces sur le streptocoque pneumonie ou pneumocoque. Et 2, il faut toujours les réévaluer après 48 heures. Donc, la molécule de choix, c'est l'amoxicilline en première intention. Et en cas d'allergie ou d'un échec, il faut privilégier les macrolides et les apparentés. Ou alors les fluoroquinolones à action antipneumococcique, la lévofloxacine. Dans certaines situations, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut nécessiter carrément une réévaluation diagnostique et thérapeutique, voire même décision d'hospitalisation. À côté du traitement médical antibiotique, il faut envisager également le repos strict au lit, l'arrêt de travail, l'arrêt définitif du tabagisme comme facteur décompensant favorisant. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut toujours réévaluer au bout de 48-72 heures. Il ne faut pas dépasser des durées trop importantes, n'excédant pas donc les 7 à 10 jours. Et puis pour le contrôle radiologique, il se fait au bout de 2 mois après guérison clinique avec des clichés face et profil. Dans le cadre préventif, il faut envisager la vaccination antipneumococcique et antigrippale, surtout pour les sujets qui encourent le risque, les sujets ayant des comorbidités sous-jacentes. À côté des pneumonies aiguës communautaires, nous avons la deuxième entité représentée par les bronchites aiguës de l'adulte sain. C'est une pathologie trop fréquente, essentiellement d'origine virale. Elle correspond à l'inflammation aiguë des bronches et des bronchioles. Le diagnostic est surtout clinique. Ce dernier se résume en une toux souvent sèche au début, avec des douleurs thoraciques à type de brûlure, associée à une expectoration muqueuse, parfois purulente. La fièvre est inconstamment présente. L'auscultation pulmonaire objective secondaire bronchique, avec des signes d'encombrement, parfois des sibilants, coïncidant avec l'absence d'un foyer de condensation. C'est une pathologie souvent bénigne, ne nécessitant aucun examen paraclinique en première intention. Finalement, la radiographie pulmonaire n'est pas indiquée parce que l'évolution est spontanément favorable au bout d'une dizaine de jours. Cette pathologie ne nécessite que des traitements symptomatiques avec des antalgiques, des antipyrétiques, un repos lié à un arrêt de travail, éviction du facteur déclenchant tel que le tabagisme. Inutile de s'acharner sur l'antibiothérapie puisqu'il n'y a aucune action là-dessus. Par contre, il faut toujours réévaluer au bout de 48-72 heures. Et il faut envisager
envisager la pratique d'une radiographie pulmonaire s'il y a des signes d'aggravation. Deux situations à ne jamais méconnaître. Une taux prolongée au-delà de 3 semaines doit faire évoquer le diagnostic de coqueluche, notamment chez l'enfant. Et une taux persistant avec des expectorations purulentes au-delà d'un mois doit nécessiter une investigation complémentaire, surtout ne pas méconnaître la tuberculose. En plus des pneumonies aiguës communautaires et des bronchites aiguës de l'adulte, nous avons la troisième entité à individualiser, les exacerbations des bronchopneumonie chroniques obstructives. C'est un problème majeur de santé publique, dont l'étiologie principale est surtout le tabagisme. Elle est source de mortalité élevée. Elle se définit comme une maladie chronique et lentement progressive caractérisée par une diminution non complètement réversible des débits aériens. Elle évolue en 4 stades selon la spirométrie ou le VEMS. Le stade initial, c'est une ancienne bronchite chronique simple avec une toux et des expectorations pendant 3 mois, par an, sur 2 années consécutives. Le stade 1, c'est une bronchopneumopathie chronique obstructive peu sévère. Le stade 2, c'est une bronchopneumopathie chronique moyennement sévère. Et le stade ultime, c'est une insuffisance respiratoire obstructive grave. Alors, l'évolution de ces BPCO, c'est sous forme d'exacerbation, ce qu'on appelle également les décompensations. Donc, il s'agit là d'une classification de la BPCO en fonction des stades de sévérité et de leur équivalence clinique approximative. Quant aux étiologies des exacerbations de ces BPCO, elles sont donc multifactorielles. Elles peuvent être d'origine infectieuse, virale ou bactérienne, ou non infectieuses, représentées par les polluants professionnels domestiques et environnementaux urbains, ou elles peuvent correspondre carrément à une hyperréactivité bronchique simple. Alors cliniquement, il s'agit là d'une majoration de la toux, il peut s'agir également d'une majoration de l'expectoration qui devient purulente, il peut y avoir donc une majoration du freinage bronchique, une majoration de la dyspnée, la fièvre quant à elle, elle peut être absente ou modérée, elle peut être émaillée par la survenue donc, de complications notamment respiratoires, cardiaques et neurologiques qui fait toute la gravité de la En matière du traitement, l'antibiothérapie n'est en règle pas justifiée dans les exacerbations des BPCO. Cette dernière ne peut être indiquée que dans les formes très sévères avec VEMS inférieur à 30%, ou dyspnée de repos, ou dyspnée au moindre effort. Ou alors dans les BPCO entre 30 et 50% de VMS avec purulence verdâtre franche installée récemment. Quant au choix de l'antibiothérapie, il dépend du stade avancé ou précoce de cette BPCO décompensée. La meilleure attitude pour lutter contre ces décompensations, c'est le traitement préventif, surtout par la vaccination, notamment la vaccination antigrippale et anti-pneumococcique, mais également lutter de façon acharnée et permanente contre le facteur déclenchant majeur qui est le tabagisme.